Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau tutoriel. Je nous resitue dans notre étude. J'ai entamé l'étude de la gestion des absences en paye. Dans un premier temps, je vous ai exposé les différentes règles de valorisation des absences qui existent. Puis j'ai décidé d'entamer l'étude de la notion des congés payés. Je vous ai expliqué que nous allions la découper en plusieurs tutos. Le premier tuto étant relatif aux règles d'acquisition et de décompte des congés payés. Et aujourd'hui, puisque c'est une absence qui est complètement compensée par l'employeur, nous allons voir comment ces congés payés pris doivent être indemnisés. Ce seront d'ailleurs les mêmes règles qui serviront à indemniser les congés payés restants en cas de fin de contrat. À tout de suite! Posons les premiers principes en matière d'indemnisation des CP, voyons les premières règles et fixons nos premiers repères pour pouvoir traiter comme il faut de cette indemnisation des congés payés que le salarié aura pris. On a donc dit que le premier élément qu'on va avoir à faire, c'est de valoriser une absence. Et là, je vous renvoie au tuto sur les absences. N'importe quelle méthode de valorisation de l'absence peut être retenue. On a vu sur le tuto des absences qu'en général, on retient en jour ouvrable, mais on peut faire autrement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un salarié ne peut pas gagner moins que s'il avait travaillé. Ce qui veut dire que son salaire, absence compensée par ICP, ne peut pas donner moins que son brut habituel. On va devoir calculer l'indemnité de congé payé de la façon la plus favorable aux salariés et comparer le calcul au maintien du salaire et le calcul au dixième de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence sur laquelle le salarié a acquis ses CP. On a vu ce que c'était que la période de référence d'acquisition dans le tuto d'avant. Et l'employeur va devoir comparer ces deux méthodes. Il va obtenir à chaque fois un chiffre, une valeur d'indemnité de congé, une valeur d'indemnité au maintien, une valeur d'indemnité au dixième, et il devra retenir la plus favorable au salarié. Nous allons revenir sur ces deux méthodes de calcul plus en détail, chacune sur un tableau. On va commencer par exposer le principe du maintien de salaire. Qu'est-ce qu'on entend par valoriser l'ICP sous la méthode du maintien de salaire? Eh bien, ça va être de ventiler une partie travaillée et une partie en congé payé sur le salaire du mois où les CP sont pris. On va découper, répartir. Si on prend un exemple, pour un horaire de 7 heures par jour, un mois de 21 jours ouvrés, ce qui donne 147 heures au réel, un salarié est en congé 7 jours ouvrés, ce qui veut dire 49 heures, et son salaire à maintenir est de 2 000 € brut. À maintenir parce qu'on a dit qu'un salarié ne peut pas gagner moins que s'il avait travaillé. Ce sera donc le minimum qu'il doit avoir. Alors, dans ces cas-là, on va ventiler entre une partie du salaire qui a affaire à l'ICP et une partie du salaire qui va être relative au travail qui aura été effectué. Et donc là, dans notre calcul, on aura une partie ICP qui vaut 2000 fois 49 147e et une partie rémunération du travail pour le restant, c'est-à-dire 147 heures moins les 49 heures qui nous donnent 98 heures relatives au travail. Ça, ce serait ce qu'il faudrait faire. Mais beaucoup d'employeurs ont créé leurs propres règles avec la fameuse méthode forfaitaire simplifiée, ce qui veut dire qu'on valorise une absence au 26e ou au 21/67e si on est en ouvré, et une absence au nombre de jours ouvrables ou en ouvré réel du mois des CP si l'employeur préfère. Et ça, je l'ai exposé sur le tuto sur les absences. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans la pratique et c'est ce qui est encore fait dans la pratique. Quel est le salaire de référence à utiliser pour ce calcul? Là en haut dans notre exemple on a le 2000. Mais
Quel est ce salaire de référence qu'il faut utiliser? Eh bien, c'est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. Et la jurisprudence énonce, en fonction du salaire perçu sur le mois précédent et de la durée du travail effectif de l'employeur sur le mois en cours. Il va falloir faire attention à un élément très important, c'est qu'est-ce que je dois inclure dans ce salaire de référence qui me sert au calcul de l'ICP et quels sont les éléments qui sont à exclure de ce salaire de référence. Mais là, sur un autre tableau, je vous ferai voir des tableaux synthétiques de documentation professionnelle qui expliquent très très bien les choses. Donc voilà ce qu'est valoriser l'ICP selon la règle du maintien de salaire. Donc on va définir un salaire de référence, en général le salaire du mois précédent, même s'il y a une prime inclus forcément quand c'est un élément inclus, même quand il y a une absence. Et on va multiplier par le nombre de jours pris, divisé par 26 si on est en ouvrable, ou divisé par 21,67 si on est en ouvré, avec la possibilité de le faire selon les jours ouvrables réels ou jours ouvrés réels du mois de CP. Bien que, normalement, on devrait plutôt faire une ventilation telle que de principe exposé au début de ce tableau-là. Donc vous avez une différence entre ce qu'il faudrait faire en principe, mais que vous pouvez faire, et ce qui est le plus couramment fait dans les entreprises, dans les associations, chez les employeurs. Ok ? On passe à la règle sur le 10e. On a donc exposé le principe du calcul de l'indemnité de congé payé selon la méthode du maintien de salaire. On va maintenant comparer aux résultats qu'on obtient en calculant avec la méthode du 10e. Ça veut dire que là, on va prendre un 10e de la rémunération totale qui a été perçue sur la période de référence sur laquelle le salarié a acquis ses CP et qu'il est en train de prendre. Je vous renvoie aux règles relatives à l'acquisition des CP où on avait dégagé une période d'acquisition de juin N à mai N+1 et donc les CP seront pris de juin N+1 à mai N+2. On va valoriser la rémunération totale à prendre en compte pour la valorisation de ce 10e de CP. Lorsque le mois comprend à la fois une période de congé et une période de travail, la rémunération totale peut dans ce cas-là être supérieure au salaire habituel du salarié. Et là, il ne faut absolument pas intervenir en rétablissant les choses. C'est tout à fait normal et courant que le brut devienne supérieur. Là encore une fois, il va falloir faire attention aux éléments qui sont à inclure dans cette rémunération totale qu'on va prendre en référence et les éléments à exclure. Et là encore une fois, je vous ferai voir un petit tableau tout à l'heure d'eux-mêmes. On va prendre un exemple. La rémunération brute de la période de référence pour laquelle le salarié prend ses CP est de 27 440. Eh bien, on va prendre un 10e, ça va nous faire une enveloppe de 2 744 € et on va dire que le salarié a un droit complet de 30 jours ouvrables. Je reste sur la méthode de principe légal ouvrable. Le salarié prend un congé de 18 jours ouvrables, et bien son ICP au 10e sera égal à 2 744 multiplié par 18, pris, divisé par 30, acquis. L'enveloppe sera donc 2646,40. Si on voulait comparer avec le maintien, ça nous donnerait 2744 multiplié par 18 divisé par 26. Et là, on aurait la valorisation au maintien. L'employeur va devoir comparer entre le résultat obtenu selon la méthode du 10e et le résultat obtenu avec la méthode du maintien. Il peut le faire à l'année, c'est-à-dire en fin de période, quand le salarié solde tous ses congés, il fait le bilan entre ce qu'il a valorisé, par exemple il a payé tous les CP au maintien pour se faciliter les choses, et bien il va prendre l'enveloppe que ça aurait donné au 10e et il va voir s'il a rétribué comme il faut, ou bien si l'enveloppe du 10e était plus importante, et bien il interviendra pour verser un complément. Ou bien on le fait à chaque prise de congé payé, on compare maintien avec 10e et on paye l'ICP la plus avantageuse au fur et à mesure de la prise des CP. C'est au choix de l'employeur. L'important, c'est que sur le total des CP acquis qui vont être pris, le salarié n'ait pas moins
que ce qu'il devrait avoir dans la méthode la plus avantageuse entre le 10e et le maintien de salaire. On passe sur les tableaux comparatifs des éléments à inclure et des éléments à exclure. Vous avez à l'écran un schéma issu de la documentation du dictionnaire permanent paye des éditions législatives, que je recommande, très bonne documentation. Un schéma qui vous explique donc qu'il va falloir appliquer obligatoirement la plus favorable des deux méthodes entre le maintien que vous avez à gauche, le 10e de rémunération que vous avez à droite. Donc on reprend bien dans le maintien comme si le salarié avait travaillé pendant la période de congé, en fonction en général, selon la jurisprudence, le salaire perçu le mois précédent et de la durée du travail effectif de l'établissement en cours. On va inclure les heures supplémentaires, les augmentations de salaire général ou individuel qui interviendraient au moment du congé, les avantages en nature, mais alors que s'ils ne sont pas maintenus, parce que vous ne pouvez pas payer deux fois les éléments de salaire. C'est-à-dire que si l'avantage en nature est diminué de la prise de CP, effectivement, il s'en va dans le maintien. En revanche, si l'avantage en nature est totalement rémunéré, je prends le cas d'un avantage en nature véhicule par exemple de 200 €, qui serait maintenu à 200 € qu'on prenne ses CP ou pas, alors on ne va pas le mettre en plus dans le salaire de référence du maintien, sinon ce serait le payer deux fois. Donc il faut bien faire attention à ces règles-là. Et on va prendre également les primes ayant le caractère de salaire. Ok ? En ce qui concerne le 10e de la rémunération, vous avez aussi les éléments qui vont être inclus. On retombe un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire tout ce qui est afférent au travail et ce qui est en général diminué de l'absence CP rentre dans l'enveloppe. En revanche, tout ce qui est maintenu ne va pas être payé deux fois. Sont exclus tous les remboursements de frais et les allocations d'activités partielles, les différentes indemnités. Vous voyez ce qu'il y a sur la colonne de droite du schéma. Je vous fais voir un deuxième schéma, celui du RF paye. Même chose mais présenté différemment, les éléments à inclure, les éléments à exclure. Ce qui veut dire qu'avant de partir tête baissée dans votre calcul, il vous faut quoi ? Il vous faut avoir valorisé l'absence. Il vous faut avoir... alors forcément, sur la règle de valorisation de l'absence, on est cohérent. On ne change pas de méthode d'une fois sur l'autre. On regarde ce qui se pratique chez l'employeur depuis tout le temps. Et si on doit changer, on explique pourquoi et on respecte des règles pour pas que ce soit plus défavorable aux salariés de toute façon. Ensuite, on va voir le nombre de jours pris. Donc on va décompter le nombre de jours pris par le salarié lors du CP qu'on doit traiter en paye. Et enfin, on va intervenir pour valoriser l'indemnité de congé. On va donc appeler les règles des éléments à inclure pour définir notre base de calcul pour définir le salaire de référence en cas de maintien de salaire, base de calcul pour totaliser la rémunération brute de la période de référence où les CP ont été acquis pour en retenir le 10e. Ensuite, une fois qu'on a notre salaire de référence pour le maintien et notre rémunération totale brute pour le 10e, eh bien 10% pour le 10e et on a nos deux enveloppes qu'on multiplie par le nombre de jours pris et qu'on divise par 26 si on est en ouvrable en matière de maintien ou par le nombre de jours réels du mois si on est au réel ou par 21,67 si on est en ouvré ou par le nombre de jours ouvrés réels du mois si on est dans un traitement au réel et on obtient un chiffre au maintien. On passe ensuite au 10e. Le 10e qu'on a obtenu multiplié par le nombre de jours pris en CP divisé par le nombre de jours acquis. Attention, ce nombre de jours acquis au dénominateur sera de 30
si le salarié a une période totale et un droit à congé total. En revanche, s'il a été là que 6 mois de l'année, 6 mois de l'année. Si sur la période d'acquisition, il n'a été là que 6 mois, oui, parce que par exemple, il est rentré en cours de période d'acquisition. On ne va pas diviser par 30. La rémunération brute qu'on aura en référence sera la valeur d'une rémunération sur 6 mois. On divisera par le nombre de jours acquis sur cette période. Donc attention, dans la méthode du maintien, le chiffre dénominateur est fixe. Dans la méthode du dixième, le chiffre dénominateur est fonction du nombre de jours acquis. Ok ? Voilà pour ce tableau-là. Les modes de calcul que l'on vient de voir au maintien et au dixième sont également retenus pour valoriser l'indemnisation des congés supplémentaires. On entend par là les congés pour fractionnement, les congés pour ancienneté, les congés dégagés par un accord collectif qui donnerait aux salariés plus de droits que les jours de CP légaux. Au maintien de salaire, eh bien, on aura obtenu une valeur de montant journalier du CP en prenant le salaire de référence et en divisant par 26 en ouvrable ou 21,67 en ouvré. Ça donne la valeur du jour au maintien. Eh bien, on multipliera par le nombre de jours de congés acquis avec les congés supplémentaires. Et au dixième, on aura notre enveloppe au dixième qu'on aura obtenu pour 30 jours dans le cas où notre salarié a une période de référence complète et un droit à CP complet. Et donc, on aura à multiplier cette valeur par le nombre de jours avec les congés supplémentaires. Je vous ai mis un exemple. On a une enveloppe de 2 500 € au dixième pour un droit complet à 30 jours ouvrables. Et bien, si le salarié a un droit de 33 jours grâce à un accord collectif, alors la valeur de 2500 divisé par 30 nous donne la valeur d'un jour et on multiplie par 33 parce que lui, il bénéficie de 33 jours. Ça nous donne notre enveloppe pour tous ces congés. Sur le bulletin de paye, qu'est-ce qu'on doit trouver ? Eh bien, l'indemnité de congé payé est quelque chose qui doit être soumis à cotisation et à contribution et à l'impôt sur le revenu. Donc, on va la mettre dans le brut. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit trouver d'autre sur le bulletin de paye ? Eh bien, on va devoir indiquer les dates de congés payés. Le congé part du premier jour où j'aurais dû venir travailler à la veille de la reprise et j'enlève tous les jours ouvrables ou ouvrés selon la méthode à laquelle je suis. Je vais indiquer une valeur d'absence, donc j'aurai mon salaire habituel de base moins mon absence CP que j'aurais valorisée avec toutes les règles que je vous ai exposées et surtout avec la règle qui est appliquée dans l'entreprise. Et je vais verser en compensation une ICP au montant le plus favorable que j'aurais trouvé entre mon maintien et mon dixième. Et si je fais tout le temps le maintien tout du long de l'année, eh bien j'interviendrai au moment du solde de DCP pour vérifier que le dixième n'était pas plus favorable et s'il l'était, j'interviens pour faire une compensation. En cas de calcul au maintien de salaire, il est admis que seules les dates de CP soient portées sur le bulletin. Eh bien oui, puisque le maintien, c'est le plus-moins sont égaux. D'accord ? Voilà les règles que je souhaitais vous exposer en matière de congés payés, c'est-à-dire vous allez maintenant reprendre les règles de valorisation d'une absence, les règles d'acquisition et de décompte des congés, plus l'indemnisation, et là, vous êtes en mesure d'indemniser la prise d'un congé par un salarié. Mais surtout, faites attention au salaire de référence à définir en cas de maintien, à l'enveloppe au dixième à définir également et au nombre de jours au dénominateur, notamment quand on est au dixième, c'est 30 si on a une période complète, mais pas 30 si on n'a pas une période complète. Et ça, on doit faire attention à ça. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Comme d'habitude, c'est technique et complexe, mais quand on pose bien les choses, qu'on va doucement et avec méthodologie, tout se passe bien. Dans le prochain tutoriel, je vous fais des exercices pour pouvoir faire pas à pas toute la procédure du traitement des congés payés en paye. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.